Bonsoir, nous vous proposons ce soir un nouveau débat sur les législatives. Il va porter sur 3 thèmes: sécurité, avenir institutionnel et moralisation de la vie publique. Nous recevons ce soir 5 candidats dans cette seconde circonscription. Gilles Brial pour l'UCF, donc l'Union pour la Calédonie dans la France. Gilles Brial, bonsoir. Bonsoir. Philippe Gomès de Calédonie Ensemble, bonsoir à vous. Bonsoir. Bianca Hénin, candidate pour le Front National, bonsoir. Bonsoir. Louis Mapou de l'UNI, l'Union nationale pour l'indépendance, bonsoir. Bonsoir. Et M. Harold de Martine, donc vous êtes de la droite républicaine, bonsoir. Bonsoir. Angélique Souche est également présente, elle nous accompagnera tout au long de ce débat que nous souhaitons riche. Elle posera les questions des internautes, notamment aux candidats présents. Angélique, bonsoir. Bonsoir. Comment le public pourra très concrètement interpeller ces 5 candidats qui sont tous réunis ce soir ? Eh bien, 2 possibilités ce soir encore pour agir, réagir plutôt et poser vos questions. Notre page Facebook Nouvelle-Calédonie Première d'une part et Twitter 140 caractères sur le hashtag législative NC 2017. Merci Angélique. Et première question, premier tour de table. Vous êtes tous des femmes, des hommes d'expérience. Quelle est votre motivation principale pour cette élection? Et la parole revient en premier à Philippe Gomès. Selon le tirage au sort, vous briguez, je le rappelle, un second mandat dans cette seconde circonscription. Oui, je vous remercie. Écoutez, moi, j'ai une particularité puisque je suis né à la politique le 24 avril 1988, c'est-à-dire au moment de l'assaut de la gendarmerie d'Ouvéa. C'est là où j'ai été élu pour la première fois conseiller de la région Ouest et membre de l'Assemblée territoriale. Donc il est clair que lorsque vous exercez un mandat pour la première fois à ce moment-là, vous êtes marqué à vie par cet événement douloureux. Et tout ce que je porte aujourd'hui, c'est le poids de cette histoire que je connais, cette histoire que j'ai vécue, et les 30 années que nous avons réussi à construire ensemble, après 2 accords, les accords de Matignon, l'accord de Nouméa, ces 30 années qu'on ne doit pas oublier parce qu'on a tissé une paix, on a tissé un vivre ensemble, et il faut savoir le préserver. 2018, je l'aborde avec ce regard dans le rétroviseur. Il y a eu 1988. Et à ce moment-là, j'ai exercé des responsabilités dans mon pays. Et j'entends continuer à l'exercer dans la France, mais aussi dans la paix. Bianca Hénin, la parole vous revient. Vous, quelle est votre motivation principale pour cette élection législative? Est-ce que vous surfez sur le bon score du FN à la présidentielle? Alors écoutez, moi je suis calédonienne et française. Et je veux défendre profondément la Nouvelle-Calédonie française parce qu'on s'aperçoit bien que depuis quelques années, on dérive vers l'indépendance, qu'elle soit déguisée ou non. Alors j'ai été impliquée en 1995 parce que nous avions été expulsés d'une zone de Païta, d'ailleurs, de Witoé. Et j'avoue que la politique m'a toujours passionnée et le résultat de la fin de cet accord de Nouméa me passionne encore. Harold Martine, motivation principale pour vous, candidat dans cette seconde circonscription pour ces législatives? Oui, ma motivation principale, c'est que je suis un vieux politique, comme tout le monde le sait, et que je voudrais, pendant cette campagne, redire aux Calédoniens qu'ils ont une chance inouïe de se trouver ici, dans la France. C'est une chance qu'il faut protéger. C'est une chance qu'il faut préserver. Et regardez donc, la France nous donne tout, mais nous donne tout, le beurre et l'argent du beurre. On peut passer les doigts de pays, on a des signes distinctifs. La France paye, elle paye toujours. Et encore, on en veut plus. Mais on en veut plus. On n'est jamais satisfait. On dit jamais merci. Non, on en veut encore plus. En plus, on fait des bouquins de 200 pages pour dire qu'on en veut encore plus. Ça n'arrête pas. Et ben, je suis exaspéré par ça. Et je trouve que de plus en plus, on est en train de sortir de cette chance inouïe que l'on a. Et j'ai peur qu'on finisse par se perdre. Gilles Brial, quelle motivation principale pour vous, pour l'UCF? Moi, je veux ce qu'il y a de mieux pour mes enfants. Et ce qu'il y a de mieux, c'est de rester au sein de la République française. Cette élection, elle est capitale. C'est bien les députés qui vont être élus là, qui auront un rôle important sur les négociations de sortie de l'accord de Nouméa. Il faut donc choisir des députés profondément loyalistes, mais des députés qui auront la capacité, au lendemain de leur élection, de réunir l'ensemble des forces loyalistes pour qu'ensemble, nous organisons ce référendum et qu'ensemble, on fasse tout pour le gagner le plus largement possible. Mais il faudra, au lendemain de ce référendum, avoir des députés qui ont également la capacité de discuter, de négocier avec les indépendantistes dans le respect, parce qu'il faut les respecter, mais en étant ferme sur nos positions quand c'est nécessaire. Il faudra également des députés qui, à Paris, aient la capacité de bouger un peu l'État, de le harceler jusqu'à temps que celui-ci, enfin, il reprenne son rôle de garant de la sécurité en Nouvelle-Calédonie. Louis Mapou, la parole vous revient sur votre motivation. On le sait, vous serez peut-être un petit peu seul à représenter la mouvance indépendantiste dans ce débat.
Oh, ce ne sera pas nouveau. Simplement, depuis Roch Pidjo, plus personne ne représente la sensibilité indépendantiste à l'Assemblée nationale. Tout le monde a salué la poignée de main entre Jean-Marie Tjibaou et Jacques Laffer en 1988, qui nous a permis de sortir de l'ornière. Je crois qu'à ce moment précis de l'histoire de notre pays, il est important que les deux sensibilités puissent être représentées à nouveau pour que la discussion puisse se faire dans la meilleure condition. C'est ça notre motivation principale. Merci pour ce premier tour de table. À présent, focus sur cette seconde circonscription. Elle comprend un peu plus de 104 000 électeurs. 9 candidats briguent leur suffrage. Alors, nous allons voir avec Angélique Souche pour quels enjeux. Alors la principale caractéristique de cette circonscription, c'est sa diversité géographique et donc sociologique. Bélep et la Grande Terre, à l'exception de Nouméa, soit 104 000 électeurs appelés aux urnes le 11 juin, dont une petite moitié dans le Grand Nouméa. Alors historiquement, cette circonscription est un bastion du camp de la Calédonie dans la France. En 88 et 93, le candidat du RPCR, en l'occurrence Maurice Nénou, s'était imposé largement dès le premier tour. Mais on l'a vu au fil des scrutins, au fil des années, cette domination électorale s'est effritée. Ainsi, en 1997, Pierre Frogier s'est imposé, mais sans opposition indépendantiste. 5 ans plus tard, le candidat du Rassemblement UMP conserve son siège avec 55% des voix au second tour et 5500 voix d'avance sur son adversaire, Paul Niaoutine, le candidat uni FLNKS. Un écart qui se réduit dès 2007, puisque Pierre Frogier s'impose à nouveau, cette fois face à Charles Pidjo, mais avec moins de 4000 voix d'avance. Enfin, en 2012, dernière élection en date, 2700 voix seulement séparaient Philippe Gomez de Calédonie Ensemble et Jean-Pierre Djaïwe, le candidat du FLNKS. Alors Angélique, est-ce que cette érosion va se confirmer les 11 et 18 juin prochains ? Difficile de le dire, de le prédire. En tout cas, 2 facteurs vont jouer. Tout d'abord, le positionnement des 15 000 nouveaux électeurs de cette circonscription. Et puis surtout, la multiplication des candidatures dites qui revendiquent la Calédonie dans la France. Il faudra par exemple compter avec Pascal Vittori, le candidat tous calédonien, qui estime représenter une alternative crédible, vous allez l'entendre, aux 4 représentants du camp de la Calédonie dans la France. En tant que Calédonien de plusieurs générations, je voudrais vous dire à vous, la majorité silencieuse, à vous qui tous les soirs dans mes meetings me dites que déjà depuis plusieurs années, vous votez blanc, qu'il existe encore des candidats sans casserole, qu'il existe encore des candidats qui veulent travailler pour l'intérêt des Calédoniens et pas pour leur propre intérêt. Je voudrais vous dire que tout est possible, que vous pouvez croire en l'avenir, que la Nouvelle-Calédonie est belle, qu'elle est pleine de potentiel, que vous avez un avenir en Nouvelle-Calédonie, vous et vos enfants. Pour terminer, un chiffre à garder à l'esprit, à retenir dans cette seconde circonscription. 13 000, c'est le nombre de voix qu'il faudrait atteindre pour passer ce premier tour et donc accéder au second tour le 18 juin. Merci Angélique. Et le rôle du député sera bien sûr d'accompagner cette sortie de l'accord de Nouméa. Comment et pour quelle finalité? C'est là que les avis divergent. Les candidats face à l'avenir institutionnel, c'est le premier thème de ce débat. Et d'abord, une première question. Est-ce qu'il faut y aller avant 2018 sans négociation ou est-ce qu'il faut négocier? Gilles Brial. Alors, il faut toujours discuter. Mais la position du CEF, elle est particulière. On est les seuls à défendre ça sur cette élection. C'est on considère qu'il faut aller au référendum, tel qu'il est prévu dans l'accord de Nouméa, dire oui à Kanaki ou oui au maintien de la Nouvelle-Calédonie dans la France. Et c'est adossé au résultat de ce référendum que loyalistes d'un côté et indépendantistes de l'autre se mettront autour de la table pour discuter. C'est la mise en place des rapports de force qui a construit la Nouvelle-Calédonie. C'est pas un gros mot, le rapport de force. C'est bien un bloc loyaliste contre un bloc indépendantiste de discussion qui a amené les accords de Matignon et l'accord de Nouméa. Et c'est bien adossé au résultat de ce référendum qu'on pourra enfin négocier sur l'après-accord de Nouméa. Alors, Louis Mapou, vous êtes d'accord avec cette idée de rapport de force émise par Gilles Brial, qu'il faut maintenir finalement? Peu importe, nous sommes preneurs depuis plusieurs années de discussions sur l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. Donc, je le confirme ce soir ici à l'antenne, quel que soit le moment, que ce soit avant le référendum ou après le référendum, cette discussion, nous en sommes preneurs et nous voulons la mener.
Pour vous, Bianca Hénin, quel est votre état d'esprit? On va au référendum pour se compter, on ne prépare pas 2018? C'est pas pour se compter, il est obligatoire le référendum. Il est obligatoire parce que les indépendantistes l'ont demandé. Donc aujourd'hui, on arrive à l'échéance. Ça fait 20 ans de discussions qui n'ont pas amené, ne serait-ce que le gel du corps électoral qui n'est toujours pas réglé pour les indépendantistes. Mais je crois qu'il faut y aller, les discussions, il faut les arrêter à un moment, il faut prendre une décision. Nous demander que l'avenir institutionnel politique soit stable et qu'on puisse enfin vivre ensemble dans une Nouvelle-Calédonie apaisée, et aussi pour que ça puisse favoriser l'économie du territoire, que ce soit toute l'économie, de manière à ce que, et ainsi que les familles, de manière à ce qu'on puisse se dire qu'ici, on est chez nous, dans notre pays, et qu'enfin, on a retrouvé la paix. Parce que depuis trop longtemps, les gens attendent. Philippe Gomez, Harold Martin, votre avis sur cette question? Est-ce qu'il faut préparer ce 2018 ou pas du tout? En ce qui nous concerne, nous considérons à Calédonie Ensemble que nous devons préparer 2018. Nous sommes sûrs de 3 choses. Première chose, le référendum aura lieu, au plus tard en novembre 2018. Deuxième chose, la question sera celle qui est prévue par l'accord de Nouméa, qui est constitutionnalisée. Qui est binaire. Voulez-vous que la Nouvelle-Calédonie accède à la pleine souveraineté? Et on dira oui et on dira non. Troisième chose dont on est sûr, c'est que le résultat du référendum, ce sera non à l'indépendance, puisque tous les scrutins ces 20 dernières années témoignent qu'il y a une majorité non indépendantiste en Nouvelle-Calédonie. Quatrième chose dont on est loin d'être sûr, c'est qu'au bout du compte, après avoir dit qu'on resterait dans la France, on ne sait pas véritablement si on pourra rester dans la paix. C'est pour ça qu'en ce qui nous concerne, nous disons, nous devons nourrir un dialogue approfondi avec les indépendantistes avant le référendum. Pour faire quoi? Pour sceller nos convergences sur l'essentiel, c'est-à-dire le destin commun, c'est-à-dire ce qui nous rassemble, ce qui nous unit. Et une fois qu'on aura scellé nos convergences sur l'essentiel, à partir de ce moment-là, on ira voter sur ce qui nous divise, c'est-à-dire l'indépendance. Mais on aura créé un cadre qui conduira les Calédoniens à pas simplement considérer qu'ils s'opposent de manière frontale, mais qu'il y a aussi des choses qui, au-delà de l'indépendance, les unissent depuis 164 ans. Et c'est ça qu'il faut mettre en valeur, c'est ça qui nous permettra de continuer à rester dans la France et dans la paix. Parce que ça sert à quoi de gagner le référendum si on perd le vivre ensemble qu'on a tissé au cours des 20 dernières années, des 30 dernières années? Ça ne sert à rien. Donc l'exercice, c'est celui-là. Harold Martin, un avis sur cette question sensible. On le sait, vous avez, pendant cette campagne, tenu des propos assez durs, dénoncé un projet d'indépendance association. Vous maintenez vos propos aujourd'hui? Oui, mais vous m'étonnez, vous. Quand on dit ce qu'on pense, c'est des propos durs. Pourquoi? Parce qu'ils vous gênent, mes propos? Non, parce qu'ils sont clivants. Pourquoi vous dites qu'ils sont durs? Mais qui vous permet de dire que mes propos sont durs? Je le dis, alors je vais, si vous me laissez... Il y en a beaucoup qui ont... Vous me posez une question, je vais vous répondre. Personne ne fera taire, je dis ce que je pense, voilà. Que ça vous plaise ou pas d'ailleurs, que ça plaise aux autres ou non. Voilà. Alors, sur ce sujet, c'est la question essentielle. Qu'est-ce que je vois, moi? Je vois un certain nombre de personnalités politiques qui s'interrogent sur le référendum. Comme vient de le faire Philippe Gomez, il y a plein de déclarations de lui dans la presse, etc., pour dire ce référendum est bête et méchant, il est binaire, il ne faut pas y aller. Et il emboîte le pas de Pierre Cogé. Je n'ai jamais dit qu'il ne faut pas y aller. C'est faux, je viens d'expliquer exactement. Oui, enfin, vous jouez sur les mots. Non, je ne joue pas sur les mots. Non, mais parce que ce matin, vous avez dit que vous alliez dans le sens d'ailleurs du rassemblement. Et Pierre Frogier dit qu'il ne faut pas aller à ce référendum. Voilà. Bon. Non, il faut aller à ce Donc, quelle est votre position ce soir, Harold Martin? Ça, c'est ce que je constate. Et je constate que, par exemple, à la Krishna, dont j'ai parlé, par exemple, ceux qui sont venus ici, par exemple, le Premier ministre, Dosière et Bussereau, par exemple, le ministre Valls, par exemple, Bussereau et Dosière, ils s'interrogent sur l'évolution et ils disent que finalement, la bonne formule pour la Nouvelle-Calédonie serait une forme d'indépendance en association avec l'État. C'est-à-dire que... Ils ont nié, tout de même, la nouvelle expression... Pardon ? Monsieur Christnard dit que c'est une fable que vous colportez. On a aujourd'hui un communiqué également signé de messieurs Dosière et Bussereau qui ne va pas dans votre sens. Alors, le communiqué dit ils n'ont jamais dit ça. Moi, je prends du document, je lis. Je l'ai lu aussi. La page 27 de M. Dosière. En définitive, l'hypothèse la plus prometteuse, dit-il, est celle de la pleine souveraineté avec partenariat. Voilà. Si c'est pas clair, enfin moi je comprends ce que ça veut dire. Donc je reviens à ce que je disais. Donc moi je vois les uns et les autres qui s'interrogent. Ce qui me navre, c'est que on sait très bien, Philippe Gomez vient de le dire, qu'il y a une majorité contre l'indépendance dans ce pays. Voilà. Les indépendantistes, eux, souhaitent le référendum alors qu'ils savent qu'ils vont le perdre.
Les représentants des partis non indépendantistes ne souhaitent pas ce référendum sur la question dite binaire, pourtant ils savent qu'ils vont le gagner. C'est quand même incompréhensible. Et pourtant, il y a eu des quantités de réunions ici, à Paris, des personnalités sont venues, etc. Pourquoi, au bout du compte, de savoir si avant le référendum, il faut se concerter, il faut faire des négociations, il faut trouver une solution. Mais qu'est-ce qu'il faut faire très concrètement? Il y a un référendum qui est prévu. Il ne faut pas se parler, ne pas avancer. Que préconisez-vous? On est à 1 an et demi de l'échéance. Ça fait 15 ans qu'on parle. 15 ans. Donc très rapidement, vous voulez quoi? Le référendum, il est obligatoire, chacun vient de le dire. Eh bien, ça, c'est parfait. C'est déjà un véritable acquis ce soir. Ce n'était pas comme ça hier. Bon. C'est sûr que ce n'était pas comme ça. Ouais. Et moi, je suis alors, on va laisser parler M. Brial. Ce revirement de situation de Philippe Gomez. Non, il n'y a pas de revirement de situation, mais vous êtes ce que je dis, ils veulent tous revirement de situation. Ce que je dis, c'est que, Dieu merci, tout le monde reconnaît qu'il faut le référendum. Parfait. Ce référendum, il faut le faire, mais il ne faut pas aller bricoler la question. La question doit être claire pour les Calédoniens. Monsieur Chrisnart l'a redit, on ne peut pas changer cette question qui est inscrite dans la Constitution, Harold Martin. La question ne peut pas être modifiée. Il ne faut pas ce soir dire des choses comme ça, c'est faux. La question Harold Martin, est-ce qu'on peut laisser la... Voulez-vous que la Nouvelle-Calédonie accède à la pleine souveraineté? Oui, je le veux. Non, je ne le veux pas. Voilà la question et personne ne pourra la toucher. J'ai envie d'interroger Monsieur Mapou, quand même, parce que ça le concerne, l'indépendance association, si elle est dans l'air. Les indépendantistes sont-ils en négociation? Est-ce qu'il y a quelque chose qui... attendez, la question elle n'est pas celle-là. La question, pour le moment, elle doit être écrite, mais elle consistera à demander si nous sommes d'accord pour le transfert des dernières compétences régaliennes. L'article 27. Et le transfert, la transformation de la citoyenneté en nationalité et le statut international. Et c'est si nous répondons oui, que de fait, le pays accède à la pleine souveraineté. Mais c'est ça qui est exactement écrit. Donc, je voulais le redire parce que on va très vite en disant que la question, c'est oui ou non l'indépendance. La question, c'est celle-là qui va être posée. Oui, c'est le résultat. Celle sur le transfert des compétences régaliennes. C'est pas tout à fait la même chose. Parce que ça veut dire qu'il faut discuter autrement de la question. Philippe Brial, vous vouliez intervenir. Franchement, qu'il y a des positions en période électorale. On était sur ce même plateau, il y a 2 ans, interrogé par Charlotte Rich, quand j'expliquais qu'il fallait aller au référendum sereinement, discuter avec les indépendantistes, mais préparer ce référendum et le gagner le plus largement possible. J'avais face à moi Philippe Gomez et Harold Martin, qui pour l'un m'expliquaient que je voulais torcher les indépendantistes, et l'autre me disait que je voulais les humilier. Ça fait des années qu'ils nous expliquent qu'il ne faut pas organiser ce référendum qu'ils appellent couperé. Aussi bien l'un que l'autre, c'était leur position dans les comités des signataires. On agite constamment, on entend des loyalistes agiter constamment le drapeau rouge du retour aux événements. C'est ce qu'a dit sur ce même plateau Philippe Dunoyer la semaine dernière. Vous réfutez cette stratégie de la peur, entre guillemets, c'est ça ? Je veux finir, et c'est important. La question que je pose, c'est est-ce que si ce référendum est organisé en 2018, puisque nous sommes d'accord avec les indépendantistes sur le corps électoral, est-ce que les indépendantistes vont respecter le résultat? Et moi, je crois que oui. Mais c'est ça la question. Donc vous lancez des passerelles. Harold de Martine. Oui, non, juste pour dire que ça fait 35 ans que je fais de la politique et je n'ai jamais eu l'occasion de débattre face à Philippe Gomez. C'est bien la première fois. J'attendais ça avec plaisir depuis longtemps. Donc ce que vient de dire M. Brial est faux. Juillet 2015. J'ai jamais débattu contre Gomez. Jamais débattu. Juillet 2015. Tu as des absences. Enfin bref. Mais je le prouverai. Juillet 2015. Non, c'est qu'a demandé à Philippe Gomez, on n'a jamais débattu. Juillet 2015. Un commentaire. Autour des comités des signataires. Et donc, alors, moi, je suis très satisfait parce que les campagnes électorales, ça sert à ça. Ça sert à faire mûrir les choses. Je constate aujourd'hui que tout le monde dit on doit le référendum. C'est parfait. Tout le monde dit il ne faut pas changer la question. Philippe Gomez dit que c'est impossible de changer la question. Je voudrais juste vous donner un exemple comme quoi on peut changer. Souvenez-vous, quand nous avons voté l'accord de Nouméa, le corps électoral, il était glissant. Qu'est-ce qu'il a fait, M. Chrisnart ? Il a été déposé un texte pour rendre ce corps électoral glissant, le rendre gelé. Alors ça a pris quelques années, mais n'empêche que la Constitution française a été modifiée pour ce faire. Est-ce qu'il ne nous referait pas le coup, M. Chrisnart? Bien qu'Hénin, vous avez des craintes, vous ou pas? On va laisser la parole un petit peu. J'entends votre argument, M. Martine. On était tous contre. Eh bien, ça a changé. Ça a changé. Donc, je me méfie de tout. Mais il y a eu des négociations auparavant là-dessus, M. Martine. On va laisser la parole à Mme Bianca-Hénin, s'il vous plaît. Bien évidemment que nous ne sommes pas du tout rassurés par rapport à un rapport qui a été fait par messieurs Chrisnart, Dassonville, etc. Parce que lorsque vous lisez entre les lignes, il y a quand même un sacré danger. Alors, indépendance, association ou non, il faut savoir qu'il faut d'abord être indépendant
avant d'être associé à un pays. Donc là, il y a une certaine crainte. Mais lorsque vous lisez, par exemple, qu'on va conduire le peuple calédonien à la citoyenneté calédonienne, qui dans cette citoyenneté calédonienne, on peut avoir acquérir en tout cas des droits pour ces gens qui seraient de citoyenneté calédonienne, comme par exemple l'accession du foncier. Ça veut dire que ceux qui ne seraient pas citoyens calédoniens dans ce territoire ne pourraient pas acquérir du foncier. Donc vous craignez une société à deux vitesses. Oui, c'est ça, tout à fait. On est en train de créer l'apartheid. Mais je rappelle qu'on a été les premiers au Front National à dire qu'il fallait aller au référendum, au premier référendum, le plus rapidement possible. Alors, évidemment, après, tout le monde a un peu changé son fusil d'épaule et je vois bien que oui, on avait voulu modifier la question du référendum et aujourd'hui, on est bien revenu à la question. Une question. Permettez d'intervenir. Allez-y, Philippe Gomes. On a en réalité deux écoles qui s'expriment sur ce plateau. Une école du rapport de force électorale pur. On est majoritaire, on va au référendum, on ne discute pas, on gagne et après on discute. Et une autre école qui est la nôtre, qui est le rapport de force pur électoral, il n'a jamais rien réglé dans notre pays. En 1987, on a eu un référendum, le référendum Ponce, c'était oui ou non à l'indépendance. 98% de non à l'indépendance. Oui. À la sortie... Mais boycotter, ce n'était pas le même contexte quand même, Monsieur Gomes. Je fêtais ça, et j'étais très heureux de fêter ça. Et ce n'est pas le même contexte. Il y a eu UVA. Donc, conclusion, le rapport de force électorale pur dans notre pays, c'est un fait politique, mais ce n'est pas un fait politique suffisant pour qu'on vive ensemble et qu'on vive en paix. C'est pour ça que nous, on dit à Calédonie ensemble, le référendum doit avoir lieu, c'est une certitude, il faut qu'on assume nos divergences sur l'indépendance, mais il faut avant qu'on sache se rassembler sur l'essentiel, parce que certes on est divisé sur l'indépendance, mais on est en même temps rassemblés sur beaucoup de choses dans notre pays, parce que ça fait 164 ans qu'on vit ensemble, et on a construit un destin commun, on a construit un vivre ensemble. C'est le legs de Jacques Lafleur et de Jean-Marie Tjibaou, c'est la paix, et cette paix-là, il ne faut pas la dilapider, Madame Bono. C'est ça le destin commun, donc, on a envie de poser la question aux indépendantistes aussi. C'est pas un aussi. gros mot dans notre pays. On a entendu beaucoup les loyalistes, beaucoup de divisions. Monsieur Mapou, pour vous, il s'exprime comment ce destin commun aujourd'hui? C'est quelque chose qui est en construction de façon beaucoup plus organisée depuis 1988. Mais est-ce qu'il est vécu? Oui, moi je viens de traverser la deuxième circonscription de longtemps là. J'ai rencontré bien sûr la population kanak. Cette année, plus que les autres années, j'ai eu beaucoup de rencontres avec la partie non kanak. Je pense que dans l'intérieur, les gens, depuis les événements de 84 et 88, ont travaillé à se reconstruire parce que les événements ont surtout touché la Brousse. Et on ne peut pas aujourd'hui faire comme si cette reconstruction n'a pas été effective et qu'elle ne correspond pas à quelque chose. Donc je dis oui, la réalisation de cet objectif est bien en marche. Sauf qu'il faut continuer à y travailler. Ouais, ce n'est pas acquis. J'ai envie de vous interroger aussi. Mais c'est encore le chiffre en rouge. C'est-à-dire, pourquoi vient de dire Philippe Gomes, il nous parle du référendum de 87. Mais en 87, il y avait deux particularités. On était en guerre civile. Et Louis vient de le dire, on n'est plus en guerre civile en Nouvelle-Calédonie aujourd'hui. On peut se déplacer dans les tribus sans avoir de problème. Et en 87, il y avait un autre gros problème, c'est que les indépendantistes et les loyalistes ne partageaient pas le corps électoral qui était organisé. C'est-à-dire que les indépendantistes voulaient que seuls les Kanaks puissent voter, et c'était un corps électoral ouvert à tous. C'est quand même deux conditions qui sont complètement différentes. Aujourd'hui, on n'est plus dans le même contexte, en fait. On vit en paix, et le corps électoral est reconnu autour de la table par tout le monde. Donc il n'y a pas de raison. Mais le danger, il est agité par les loyalistes. Pour faire de la politique, il faudrait juste savoir faire des additions. L'arithmétique électorale n'est pas suffisante. Harold Martine, mais rapidement, s'il vous plaît. C'est un peu plus compliqué que ça. Je suis complètement d'accord avec ce que vient de dire Gilles Brial, mais j'ajoute en outre, pourquoi Philippe Gomes veut toujours parler pour les indépendantistes? Alors d'accord, il a fait un accord de majorité. Je ne veux pas parler avec les au gouvernement l'approbation de... On va le laisser parler, M. Gomes. Il y a un indépendantiste qui dit de parler entre Calédoniens. Est-ce qu'il y a un indépendantiste qui dit qu'il faut parler au référendum? Est-ce qu'il y en a un? Il n'y en a pas un. Paul Néotine a dit un jour, on m'en souvient très bien, il a dit mais pourquoi Pierre Frogier a peur du référendum? Non, on l'a voulu le référendum, on va y aller. Donc c'est une espèce de chantage permanent à la violence. Et ben moi, la violence, elle me fatigue dans ce pays au même titre que l'insécurité et cette délinquance permanente. Alors, nous, les Calédoniens, nous sommes fatigués de ça. Et ça, c'est fini. Alors, on va au référendum, et puis voilà. Et donc, allez nous raconter que c'est un drame et que ceci, que cela. Je connais les indépendantistes. On entend vos arguments, Harold Martin. Non, mais attendez, moi, je connais les indépendantistes aussi bien que Philippe Vous dépassez largement le temps de parole. J'ai fait 60 mois avec le gouvernement, je ne me suis pas fait virer au bout de 20 mois comme lui. Donc, alors, je parle une question qui va peut-être
hisser un drapeau qui était le drapeau du FLNKS, ça a été le prix du poste. Donc vous l'avez payé. Et d'ailleurs, et de dire du bien ensuite de Rocco Habitant. Vous étiez ravi de sa présidence du Congrès. Alors arrêtez de régler vos comptes, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut, s'il vous plaît, apaiser ce débat? Une question. Non, Monsieur Martin, s'il vous plaît, laissez-moi. Non, mais d'accord, mais Philippe Gomès, en 2012, moi, j'ai demandé au deuxième tour que les Calédoniens votent pour lui, pour faire obstacle à l'indépendantisme. Voilà. Je compte sur vous au deuxième tour. Il avait dit quoi? Il avait dit qu'il irait décrocher le drapeau indépendantiste. Alors aujourd'hui, il dit il faut surtout pas de problème avec eux, mais à l'époque, on va décrocher. On est à 5, Monsieur Martin, s'il vous plaît, Monsieur Gomès aussi. Je lui reconnais une vertu, c'est est-ce qu'on peut poser une question, s'il vous plaît? Oui, Monsieur Martin, reprenez vos excuses. Alors, une question pour Louis Mapou, pour peut-être apaiser le camp loyaliste. On le voit. On peut boire un coup en attendant qu'ils aient fini. Alors peut-être après ce débat, mais d'abord, est-ce qu'il n'y a pas une responsabilité finalement collective des élus sur la non-explication de la fin de ce processus de l'accord de Nouméa? C'est pointé du doigt dans le rapport d'Osière-Bussereau. Est-ce que finalement, ce n'est pas votre faute à tous? Mais peut-être votre... Non, d'abord, je demandais s'il vous plaît à monsieur... Oui, non, mais nous, on n'a pas de souci sur cette question. Nous avons travaillé pendant plusieurs années à reconstruire le pays et toute notre population s'est beaucoup investie. Là, ce que nous avons fait durant cette campagne, c'est de prendre un petit peu la température et d'en rediscuter à nouveau, de là où on est rendu, parce que c'est vrai que la situation, même y compris des Kanaks, a beaucoup évolué durant ces années. Donc, la responsabilité que nous avons vis-à-vis du processus, nous l'avons assumée en temps voulu. Nous avons voulu le faire ensemble. Bon, on n'a pas pu le faire à l'époque pour faire la campagne sur ce que nous avons signé ensemble. Depuis, nous le faisons, et là, durant l'année qui vient, donc je comprends qu'au point de départ, la question du corps électoral puisse nous être défavorable. Mais il y a aussi le calendrier quand même électoral. Il y a eu la présidentielle, législative. Les politiques sont peut-être occupés dans leur campagne, mais peu de travail d'explication finalement. Nous sommes engagés sur un travail que nous projetons sur 1 an et demi. Donc ça changera. Nous ferons le travail. Alors, en ce qui nous concerne, on va avancer après ensemble, nous avons fait un travail d'explication. Nous avons organisé plusieurs rencontres citoyennes à l'université, à Koné, à Lifou, où nous avons exposé les travaux des experts, le premier rapport, Courcial-Soukramanien, comme le rapport des experts qui ont ensuite été nommés par le gouvernement. Pourquoi? Pour donner aux Calédoniens la possibilité de participer à la sortie. Nous sommes intimement convaincus que la sortie de l'accord de Nouméa à l'ancienne, c'est-à-dire on se met dans une pièce, on reste des jours, on signe, on sort, et la fumée blanche est sortie. Cette possibilité est désormais terminée. Il faut que la société civile porte la sortie de l'accord de Nouméa. Merci, on va passer maintenant. Merci Philippe Gomès. Non, je suis désolée, on va enchaîner. Je suis désolée, on reviendra peut-être là-dessus. Monsieur Martin, s'il vous plaît. On va évoquer à présent la sécurité et la délinquance. Parce que sinon les Calédoniens vont... Monsieur Martin, s'il vous plaît, respectez la règle du jeu. Merci. On va parler déjà pendant 1h15, c'est long. Oui, c'est long, mais ça va très vite aussi, monsieur Martin. Donc sécurité et délinquance, vous aurez aussi la parole, ne vous inquiétez pas, ce sont des thèmes qui ont été très exploités dans le camp non indépendantiste pendant la campagne, peu développés chez les indépendantistes. Angélique, on va d'abord parler des candidats qui ne sont pas présents sur ce plateau, mais qui ont leur avis aussi en matière de sécurité. Que propose-t-il? Alors sur cette question, Oscar Diaz, le candidat de l'UPR, mise essentiellement sur l'éducation. Pour lui, l'échec scolaire est finalement la principale cause de la délinquance. Il évoque par exemple la situation de Saint-Louis et propose, en plus des moyens de gendarmerie, des renforts importants en matière d'apprentissage du français, avec par exemple 1 maître pour 5 élèves de la maternelle au CM2. Pascal Vittori s'engage, lui, à unir les élus non indépendantistes pour collectivement demander plus de moyens à l'État et une justice plus efficace. Le candidat Tous Calédonien propose également de créer des associations voisins vigilants dans chaque commune, dans chaque quartier, afin de procéder à des surveillances, mais aussi de collecter des informations. Il prône également la généralisation des polices municipales. Henri Baudet-Warou, le candidat du Rassemblement autochtone et souveraineté partagée, estime pour sa part que la politique répressive est vouée à l'échec. Il veut lui donner la priorité à la restauration de l'autorité parentale d'une part et coutumière d'autre part. En matière de sécurité routière, il propose par exemple la baisse du coût du permis de conduire et l'interdiction de l'alcool
totale tous les week-ends sur l'ensemble du territoire. Enfin, Manuel Millard, candidat sans étiquette, se présente volontiers comme un prophète. Il n'hésite pas à proposer l'énergie divine pour résoudre les problèmes de sécurité, tant de délinquance que de sécurité routière. Merci Angélique. Une question justement sur la sécurité à Bianca Hénin. Alors on l'a vu dans votre programme, vous demandez un État fort, plus de renforts aussi en force de l'ordre. Est-ce que ça sera suffisant? Est-ce qu'il ne faut pas faire aussi de la prévention pour lutter véritablement contre la délinquance? Bien sûr. Nous avions déjà proposé en 2012, nous avons été les premiers à proposer les centres éducatifs fermés. Je le dis fermés. De manière à ce que les jeunes qui sont délinquants multirécidivistes soient vraiment... de longue durée pour réapprendre et reprendre l'éducation qui leur a été peut-être enlevée, j'en sais rien, par les parents qui ne s'en sont pas occupés. Nous demandions justement, alors que M. Galliano demandait le couvre-feu à cette époque-là, nous avons demandé ces centres parce qu'il faut réellement reprendre, et on sait bien qu'en Calédonie, de nombreux dispositifs sont mis en place justement pour la délinquance, pour réinsérer les jeunes, etc. Mais en quoi ils vont aider ces jeunes à se réinsérer, ces centres fermés? Centres fermés, parce qu'il faut... On protège la société, mais est-ce qu'on travaille sur les individus qui sont en situation d'échec à un moment donné? Oui, mais attendez, ils ont 13-14 ans maintenant, hein. Plus ça va, plus ils sont jeunes, les délinquants. Donc il faut vraiment reprendre à la base et le rôle des parents, mais nous disons que ça n'est pas aux contribuables à financer le repas de ces enfants-là. Au moment ce sera à qui? Ce sera évidemment aux parents. C'est du ressort de l'éducation des parents. Donc ça, c'est à eux à reprendre. Que la collectivité, elle les mette dans des centres, etc. Mais tous ces enfants doivent être... les repas doivent être financés par les parents. Ça n'est pas aux retraités ni aux Calédoniens de financer cela. Une question. Il nous faut plus de prisons, parce qu'il y a des adultes aussi. Plus de prisons et renforcer. Mais il y en a déjà une en construction à Koné qui ouvrira ses portes bientôt. Oui, mais est-ce que ça sera... Comment ? 250 places ouverture en 2019. Oui, mais est-ce que ça sera suffisant? Déjà, des délinquants, vous savez qu'il y en a au moins 1500 à 1700. Donc, dans les centres fermés, il faut déjà les construire. Ça fait déjà 10 ans qu'on en parle, ça n'est toujours pas. Une réaction, Bianca Hénin, on a entendu vos arguments. J'aimerais entendre M. Mapou. On le sait, vous êtes contre, vous, les centres éducatifs fermés. Vous êtes pour plus, par exemple, de travaux d'intérêt généraux. Vous êtes sur une politique donc de la prévention, mais est-ce que là aussi, ça sera suffisant? J'avais cru comprendre que lorsque nous avons discuté de l'option d'un centre éducatif fermé, ça présentait beaucoup d'inconvénients. Et ça, nous en avons parlé au Congrès, après des rapports qui ont été effectués. Et notamment le coût que ça pouvait représenter et proportionnellement à l'effectif qui serait admis. Et donc je suis surpris qu'on continue à en parler de la sorte. Et qu'est-ce qui pourrait fonctionner selon vous? Non, nous, travailler sur cette ce que je dis simplement, c'est qu'il faut arrêter la surenchère un petit peu. Hein, donc, mais les faits sont là, Monsieur Mapou. Les faits sont là aussi. Il y a des vols de l'État. Il y a aussi des vols les cambriolages sont importants. Non, on ne peut pas nier. Je ne nie pas ça. Hein, je dis simplement que il faut qu'on arrête cette surenchère sur l'intervention de l'État. L'État, en intervenant. Donc c'est à nous de prendre peut-être nos responsabilités. Comment? Je le dis, et ce que nous avons déjà dit au Congrès de la Nouvelle-Calédonie, c'est qu'il faut qu'on travaille d'arrache-pied dessus. Je constate qu'à Saint-Louis, les choses sont apaisées. J'y étais encore hier pour en parler, parce qu'il y a des dispositifs intérieurs qui ont été mis en place entre le responsable coutumier et la mairie et la province, qui permettent de mieux accompagner les jeunes. Je crois qu'il y a énormément aujourd'hui de dispositifs qui ont été mis en place. Il faut simplement essayer de resserrer les rangs pour... Je vais passer la parole, merci à Louis Mapou, à M. Brial, Gilles Brial. Vous, sur ce phénomène de société qui est relativement récent en Calédonie finalement, mais qui perturbe la vie aussi des Calédoniens, qu'est-ce que vous préconisez? Alors déjà, il y a des exactions de la Calédonie qui seraient acceptées nulle part ailleurs sur le territoire français. Et on a eu une augmentation incroyable de la délinquance. Mais on n'a pas non plus une criminologie très importante ou de blessures très violentes. On est dans de la petite délinquance. Mais non. Il y a des agressions régulières avec des blessures importantes quand vous êtes... Sur les forces de l'ordre. Quand vous faites taper sur les forces de l'ordre, mais également sur la population calédonienne.
Nous, on considère qu'il ne faut pas forcément plus de moyens de l'État. C'est-à-dire qu'on a des forces de l'ordre en Nouvelle-Calédonie qui sont compétents, qui font un Que voulez-vous dire? Il faut plus de décisions? Par contre, il faut une décision forte de l'État. Ce qui nous a manqué ces dernières années, c'est une volonté politique de la part de l'État socialiste qui nous a complètement largués sur cette partie de ses compétences, la lutte contre l'insécurité. Et il a manqué également une volonté politique calédonienne, des députés notamment, qui doivent harceler l'État jusqu'à temps que l'État intervienne. C'est ce qui s'est passé en 2009, rappelez-vous, quand il y a eu tous les événements liés à Car-Sud. Nicolas Sarkozy, sous la pression de parlementaires comme Gaël Hénon, nous a envoyé des plus longs conflits sociaux. Il nous a envoyé Yves Dassonville, avec une volonté politique. La volonté politique est la plus importante. Il faut des moyens, peut-être matériels, mais si vous n'avez pas la volonté politique, si vous avez les moyens humains, si vous avez les moyens matériels, mais qu'il n'y a pas un ordre qui vient de Paris pour qu'il y ait de la sécurité en Nouvelle-Calédonie, ça ne servira à rien. Et la prévention est importante, mais la prévention, c'est un travail qui se fait à moyen et à long terme. Philippe Gomez, vous avez été... Pardon, allez-y. Ouais, si vous permettez, oui, vous avez été attaqué un petit peu sur... quelque chose. J'étais président de la province sud à l'époque et j'ai réglé la question avec Yves Dassonville. En ce qui concerne le harcèlement de l'État, je suis à 1000 interventions en 5 ans auprès de l'État, dont des dizaines et des dizaines sur les questions de sécurité, ce qui m'a valu l'honneur d'être classé premier député ultramarin par le magazine Capital. Donc, on a obtenu beaucoup de choses, 53 postes de policiers et de gendarmes qui ont pris leur fonction en février 2017, une 5e compagnie de gendarmerie. Mais là encore, c'est de la répression. 13 personnels supplémentaires à l'administration pénitentiaire et un centre pénitentiaire de Koné. Au-delà des chiffres, le problème n'est la création de 130 postes supplémentaires. Au total, est-ce que le problème est réglé? Bien sûr que non, ce serait trop facile s'il suffisait des policiers et de gendarmes supplémentaires pour régler le problème. Le problème, il est majeur chez nous. On a 60% de notre délinquance de proximité qui est une délinquance de mineurs. Et la deuxième chose extrêmement grave, c'est qu'un mineur délinquant sur 2 a moins de 15 ans. Pourquoi? Parce qu'on est dans un pays aujourd'hui où 600 jeunes chaque année sortent de notre système scolaire sans formation et sans emploi dès l'âge de 16 ans. Donc les réponses, elles existent. Il faut une mobilisation de chacun, le citoyen là où il est, la famille, l'autorité coutumière, l'ensemble des collectivités. Quelles sont ces réponses? D'abord, petit 1, accompagner les familles. Beaucoup de familles sont dans des situations de dérive totale. Ce qui conduit les mineurs délinquants à être interpellés est en réalité, dans la quasi-totalité des cas, des mineurs en danger, c'est-à-dire souffrant de graves carences affectives et éducatives. Accompagner les autorités coutumières qui, dans un certain nombre de communes, ne sont plus au rendez-vous. C'est essentiel. Il faut vraiment là-dessus se prendre en main. Troisième chose qui est capitale, adapter notre système éducatif. On ne peut pas avoir 600 jeunes qui sortent chaque année et qui, à la sortie, constituent le premier vivier de la délinquance. Et puis enfin, rétablir quelque chose qui pourrait être le service militaire. Parce que le service militaire qui a été supprimé, c'est le Sénat coutumier qui le dit. En 2007, il a dit « le service militaire, sa suppression a déstructuré la jeunesse kanak ». Et d'ailleurs, à mon avis, pas que la jeunesse kanak. Donc le rétablissement du service militaire est aujourd'hui parmi les mesures que vous souhaitez. Par contre, le service civique obligatoire, qui ne sera pas un service militaire, mais qui s'apparentera à quelque chose qui pourrait ressembler à un service militaire, est indispensable. Il est sur le bureau du Congrès, il doit être débattu. Il sera, à mon avis, une réponse appropriée, une réponse de masse à une part de la déshérence de la jeunesse calédonienne. Donc, ce n'est pas une mesure quelque part qui règle quelque chose. C'est un plan d'action, on a entendu. C'est vraiment une mobilisation de chacun, du citoyen au plus haut niveau de l'État. Alors, Harold Martin, vous, sur la délinquance des mineurs, vous avez des propositions assez dures. Par exemple, pour les multirécidivistes, vous souhaitez les faire travailler 12 heures en plein soleil. Est-ce que vous n'y allez pas un peu fort? Non, mais d'abord, je voudrais dire... Est-ce que c'est à prendre au premier degré ou au second? Franchement, Philippe Gomez d'avoir une collection de couvertures chez lui, parce que pour les tirer... Non, mais répondez, s'il vous plaît, Harold Martin. C'est possible. Non, mais c'est extraordinaire. J'obsède vos jours est venu, monsieur Les Martin. 53 gendarmes, c'est lui, il a fait 1000 interventions, etc. Le résultat de tout ça, c'est que c'est catastrophique. La délinquance, je l'ai dit et je l'ai suffisamment développée, elle est d'abord politique. Et vous voyez, Louis Mapou, il commence toujours à dire qu'il faut arrêter la surenchère. Oui, mais ça, c'est pas possible. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, cette insécurité... cette délinquance, elle frappe tout le monde. Elle frappe tous les milieux. Elle frappe l'agglomération, mais elle frappe l'intérieur. Et ça devient insupportable. Donc pour répondre à ma question, s'il vous plaît, ce sont des mesures sérieuses que vous préconisez? Tout ce que viennent de dire les uns et les autres sur les mesures, c'est très bien, sauf que ça fait 10 ans qu'on les raconte. Ça fait 10 ans qu'on les raconte et ça fait 10 ans que ça augmente. Voilà, c'est ce que je constate. Martin, est-ce que vous pouvez répondre? Donc il faut que les responsables indépendantistes commencent à changer d'attitude, c'est-à-dire qu'ils arrêtent
d'instrumentaliser leur jeunesse et la radicaliser. Parce que ça commence comme ça. Les raids que je vois de jeunes Kanaks de la côte Est qui déferlent notamment sur la commune de Païta, ça devient insupportable. Voilà. Alors, réponse directe peut-être de Louis Mapou. Alors, il ne faut pas parler de surenchère. C'est une réalité que vivent les Calédoniens et ils n'en peuvent plus. Tout le monde en a jusque-là. Est-ce qu'il y a des consignes? Non, mais donc, vous attaquez le monde kanak indépendantiste. On peut demander à M. Mapou la réponse. Je suis d'accord avec lui quand il dit que les établissements fermés, ce qu'il vient de développer, ce n'est pas la bonne formule. Pourquoi? Parce qu'on n'en sortira jamais. Parce qu'il faut à peu près 7 personnes pour gardienner un jeune en difficulté. Donc, c'est hors de nos moyens. Donc, ce que je dis, c'est qu'il faut d'abord, retirer de la circulation tous les psychopathes, etc. Rapidement, qui sont en circulation, qui sont dangereux, qui peuvent vous dire bonjour comme vous tuer. Et il y en a plusieurs centaines qu'il faut mettre hors d'état de nuire. Ça commence comme ça. Il faut voir comment ça se passe, notamment dans certaines zones du pays. Comment ça se passe à Thio? Philippe Gomez parlait de Thio tout à l'heure. Il faut voir ce qui se passe à Thio aujourd'hui. On entend vos arguments. Est-ce qu'on peut laisser parler maintenant, s'il vous plaît? Deuxièmement, ce que j'ai dit, c'est que ça ne sert à rien de les envoyer au camp Est. Nourris, blanchis, logés, etc. Ils retrouvent la famille. Il faut mettre ces jeunes, les boucler la nuit, c'est ce que j'ai dit, et les faire travailler la journée pour les remettre dans le droit chemin. Et il me semble que ce n'est pas compliqué à faire. C'est juste de la volonté politique. Ces propositions, on va s'intéresser aux autres candidats. Louis Mapou, Djibril Biancaïna, comment vous appréciez ces propositions? Je voudrais dire à M. Martin que les propos qu'il tient, j'ai déjà eu l'occasion de lui dire, sont précisément le type de propos qui continuent à alimenter l'idée que cette délinquance serait d'ordre politique. Je confirme. Mais je l'ai déjà dit, il n'y a rien de politique. La délinquance a ses sources, comme dans toute société où les choses évoluent très vite, où les dispositifs qui concernent la jeunesse ne sont pas au point. Je suis désolé de le dire. Et à ce sujet, moi, j'indique que nous avons demandé au Congrès de la Nouvelle-Calédonie que le gouvernement nous présente un plan sur la délinquance pour qu'on puisse coordonner davantage les dispositifs qui existent et puis qu'on avance tout le monde ensemble. Mais par rapport à ce que dit Harold Martin, non, je ne confirme pas. Merci Harold Martin. C'est quand même bizarre. Pourquoi c'est que des jeunes Kanaks, Je suis désolé de le dire. C'est une minorité de la jeunesse, on est bien d'accord là-dessus. Mais pourquoi c'est que des jeunes Kanaks? Il vous a répondu. Ce que je vous réponds, M. Martin, c'est qu'à force de dire les choses comme vous le dites, vous continuez à alimenter les choses. Donc, mais moi, je suis je ne crois pas que ce soit... On va s'arrêter. On va demander, s'il vous plaît, M. Gomez, merci. Merci des commentaires. On va laisser parler Monsieur Martin, s'il vous plaît. Monsieur Martin. Vous preniez la main, c'est indispensable. Monsieur Brial, est-ce que vous avez des propositions? Harold Martin, s'il vous plaît. Harold Martin, on a entendu vos arguments, vos commentaires aussi. Monsieur Brial, sur cette délinquance. Nous sommes pour un centre éducatif de travail. C'est-à-dire qu'il ne faut pas enfermer des jeunes et les laisser rien faire la journée. Il faut les remettre sur les rails de la société par le travail. Moi, j'ai rencontré il y a quelques semaines également le général national des systèmes militaires adaptés. Il faut créer en province sud une antenne du RSMA, c'est-à-dire qu'aujourd'hui c'est dans le nord, il faut en créer une en province sud pour aller chercher ce panel. Ces jeunes qui sont aujourd'hui complètement sur le bord du chemin, il faut leur apprendre que le matin il faut se lever, qu'il faut faire sa toilette et puis qu'il faut se bouger et faire quelque chose de sa journée. Il faut également responsabiliser les parents. Alors Biancaïna tout à l'heure parlait du couvre-feu. Je crois que vous êtes pour des amendes, c'est ça, pour les... Aujourd'hui, pour les parents dont les enfants seraient délinquants. Il y a quelque chose qui est absolument inacceptable. Vous avez des jeunes enfants, c'est-à-dire des gosses qui ont 12-13 ans, qui sont dans la rue à 22-23 heures le soir. Est-ce que c'est leur place? Non. Est-ce que c'est le rôle des parents de les laisser là? Non. Donc il faut sensibiliser les parents en prévention, mais après il faut les responsabiliser. C'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir peur d'être un système répressif au niveau de ses parents, parce qu'être parent, c'est également avoir des devoirs par rapport à ses enfants. Donc il faut bouger les familles, il faut faire des systèmes préventifs, mais il faut savoir être répressif. Et enfin, dernièrement, il faut que pour chaque délit, il faut qu'il y ait une sanction appropriée. Il ne peut pas y avoir de délit qui ne soit pas accompagné d'une sanction, parce que ça, c'est la libre accès à des propos. Merci. On va passer au troisième thème. Nous avons fait au titre de Calédonie Ensemble. Je voudrais dire en une petite minute. La première, l'abaissement de la majorité pénale à 16 ans. Le mineur de 1945 n'est pas le mineur d'aujourd'hui.
Deuxièmement, la réalisation d'un EPID, établissement public d'insertion de la défense, pour une centaine de jeunes prédélinquants ou délinquants dès l'âge de 16 ans. Troisième chose, aller dès le 19 juin, le lendemain de l'élection, à l'Élysée, à Matignon. Macron s'est engagé à créer 10 000 postes de gendarmes et de policiers. Je crois que la Nouvelle-Calédonie doit être absolument prioritaire sur le renforcement des effectifs dans notre pays. On passe. Alors, Bianca, mais très rapidement, parce qu'ensuite, vous aurez moins de temps. Nous serons toujours contre la police coutumière qui doivent être mises en place, en tout cas par les coutumiers. Je crois qu'ils auront. Est-ce que ce n'est pas une solution, justement, de passerelle? Non, parce que dans d'autres pays, ça peut exister, Nouvelle-Zélande. Une dérive pour des tabassages sur les femmes et les enfants au titre de la police coutumière. Et moi, je suis contre. Je suis ici pour parler qu'on a une république et il ne faut pas créer l'apartheid avec une police coutumière et une autre police pour les autres personnes de ce territoire. Voilà. Merci à vous. On passe. Je vous arrête maintenant. Nous allons passer au troisième thème de ce débat. Il s'agit de la moralisation de la vie publique. C'était un engagement du président Macron. Il devrait prendre effet dans les prochaines semaines. Parmi les mesures annoncées, interdiction des emplois familiaux pour les élus et suppression de la réserve parlementaire. On voit ces mesures avec Valérie Brochard et on continue le débat dans quelques instants. Pour la confiance dans notre vie démocratique. C'est le titre de la loi présentée par le nouveau garde des Sceaux. Moraliser la vie publique, une promesse de campagne devenue réalité. Il ne s'agit plus de se prononcer sur tel ou tel comportement individuel. Le véritable enjeu est d'adopter une démarche globale de nature à restaurer la confiance des citoyens dans l'action publique. Un texte de loi ordinaire, un texte de loi organique et une révision constitutionnelle seront présentés. François Bayrou propose plusieurs réformes institutionnelles. La suppression de la Cour de justice de la République, la fin de l'entrée automatique des anciens présidents au Conseil constitutionnel, l'interdiction de cumuler plus de 3 mandats consécutifs. Les ministres en activité ne pourront plus exercer de fonctions exécutives locales. Pour plus de contrôle et de transparence concernant le travail parlementaire, le garde des Sceaux souhaite interdire le recrutement de membres d'une même famille. Supprimer la réserve parlementaire, les députés ou sénateurs qui bénéficiaient de ces subventions pour soutenir leur collectivité devront maintenant s'adresser au Fonds d'action pour les territoires et les projets d'intérêt général. Contrôler l'indemnité représentative de frais de mandat par la présentation de factures avec la vérification des déontologues des deux chambres. Obligés au déport d'un vote, les parlementaires ne pourront pas participer au vote d'une loi si elle concerne un domaine sur lequel ils ont déclaré avoir des intérêts. Troisième grand chantier de cette réforme, François Bayrou s'attaque au financement de la vie politique avec, entre autres, la création d'une banque de la démocratie pour prêter de l'argent aux partis politiques et ainsi mettre fin aux dérives des micro-partis. La certification des comptes des partis politiques par la Cour des comptes. Les détails de ces mesures seront présentés en Conseil des ministres le 14 juin prochain. Alors, une question à présent à Gilles Brial sur ce projet. Ici, c'est une pratique assez courante d'employer des proches quand on est élu, notamment dans les partis. Comment vous accueillez, vous, ce projet de loi qui doit passer, évidemment, encore devant l'Assemblée nationale, puis au Sénat, enfin, on connaît les navettes, mais favorable, pas favorable ? Moi, je suis favorable. Je trouve même qu'il va pas assez loin. Alors, j'emploie pas de proches, moi, dans mon parti, donc je ne sais pas si c'est une pratique courante. En tout cas, c'est pas une pratique de l'UCF. Favorable parce que il faut moraliser la vie politique. Il y a aujourd'hui une cassure qui est en train de se faire entre les Calédoniens et leur classe politique, et les Français en général, et leur classe politique par rapport à des agissements qui sont d'un autre temps. Il faut changer ça. Mais il faut avoir des règles claires. Je trouve que ce que propose Emmanuel Macron est un bon début, mais il ne va pas assez loin. Je regrette qu'il ait retiré... Pourtant, ce n'était pas votre candidat au second tour de la présidentielle. Mais moi, je suis pour un fonctionnement qui est simple. Quand un président de la République propose quelque chose qui va dans le bon sens, je le vote. Je n'ai pas d'état d'âme là-dessus. C'est comme ça que je fonctionne au Congrès de la Nouvelle-Calédonie et je ne changerai pas ce fonctionnement. Mais je dis qu'il ne va pas assez loin, c'est-à-dire que je ne trouve pas normal que dans son projet de loi, on ne prenne pas en compte l'interdiction d'avoir un casier judiciaire vierge pour se présenter à une élection. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous voulez être fonctionnaire, quel que soit le poste, du plus haut gradé de l'administration au plus bas poste, il faut avoir un casier judiciaire vierge. Ce qui n'est pas le cas encore dans ce projet. Si vous voulez être élu et gérer plusieurs centaines de millions, parfois plusieurs milliards, et nos administrations, on ne vous demande pas ça. C'est complètement logique qu'on demande un casier judiciaire vierge à nos administrations, mais pas à ceux qui dirigent ces administrations. Ça, c'est un point important. Et moi, je serais très transparent si les Calédoniens
Calédoniens me font confiance et m'élisent député, je dirai qui sont mes collaborateurs et il n'y aura personne de ma famille bien évidemment. Et Louis Mapou, est-ce que vous prenez le même engagement? Oui, moi je pense que c'est une bonne chose que les... Pas d'emplois familiaux? Oui, qu'il n'y ait pas d'emplois familiaux, même si effectivement dans le système coutumier, on peut être tenté de le faire. Je dirais simplement qu'il y a, ça correspond aussi à un principe chez nous qui veut que lorsqu'on veut être grandi, ben on est grandi par les autres. Donc c'est un principe qu'il faut aussi promouvoir dans le cadre de la démocratie moderne. Mais moi j'ai envie qu'on aille plus loin, hein, et qu'on regarde dans le contexte de la Nouvelle-Calédonie comment les choses peuvent se présenter. J'ai été l'autre jour au Vanuatu. Au Vanuatu, ben, ils ont mis en place un code de déontologie pour les responsables politiques, qui va très loin, puisqu'il va même jusqu'à sanctionner le comportement des élus sur la voie publique qui ne correspondrait pas. Donc il faut qu'on aille loin. Bianca Hénin, sur ce projet de moralisation, par exemple la suppression de la réserve parlementaire qui servait, on l'a vu, parfois le parlementaire pouvait donc donner cet argent à des associations. Est-ce que c'est une bonne chose ? Certains parlementaires vont faire la grimace, je suppose quand même, bien sûr. Nous sommes pour la moralisation de la vie publique, évidemment. Pour cette loi de lutte contre la fraude fiscale et la corruption qui a déjà été votée, par exemple, par M. Hollande, ça n'a pas changé grand-chose puisqu'on a vu lors des présidentielles quelques scandales qui ont fait la une des journaux. Mais la moralisation des personnes publiques, c'est aussi le comportement, l'attitude des élus et de tous les responsables, des coutumiers pour ce qui est de la Nouvelle-Calédonie, parce qu'ils sont une représentation, une vitrine. Et ils représentent. Vous voulez dire, quel est votre message? On a encore du travail, les élus ont encore du travail à faire? Oui, locaux? Aussi bien leur représentation à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. Et moi, je voudrais dire que souvent, on a eu dans nos journaux l'ivresse publique de certains responsables politiques. On a vu dans les assemblées des propos pas très courtois. On a vu des gens qui faisaient référence à leur poste d'élu, comme quoi ils étaient des intouchables. Je trouve que ça, c'est intolérable, que c'est immoral. Et puis, voilà, je crois qu'il y a aussi la vie politique financière. Et là aussi, quand on parle de moralisation, je crois qu'il y a l'utilisation des deniers publics qui sont un petit peu, aujourd'hui, mis sur le devant de la scène politique. Et c'est aussi immoral et c'est inacceptable pour le petit contribuable qui chaque jour travaille, lui, et qui n'a pas ces drôles de plaisirs financiers à dépenser. Une question, maintenant Harold Martin avait une question plutôt fermée, puisqu'on n'a pas beaucoup de temps de parole pour vous maintenant. Si vous êtes élu député, vous voterez cette loi? Mais évidemment, mais quel est le candidat en campagne électorale qui va vous dire non à une loi pareille? Il y a des gens qui sont opposés. On a vu des débats. Faut être sérieux. Alors, il y aura simplement un petit problème en Calédonie, je suis désolé de le dire, mais les 4 Philippe de Calédonie ensemble qui dirigent la Calédonie, ils ont leurs 4 femmes dans leurs propres institutions. Bon, ça se réglera. C'est à proprement parler scandaleux ce que vous venez de faire à Harold Martin. C'est ignoble à l'égard d'agents qui travaillent depuis plus de 15 ans dans l'administration, qui pour certaines d'entre elles sont fonctionnaires, et que vous osez, vous, repris de justice, attaquer sur ce plateau, mais vous vous moquez de qui? Monsieur Gomez, c'est honteux. Monsieur Gomez, Monsieur Martin. C'est au-dessous de tout. Non, on ne peut pas. On ne peut pas. S'il vous plaît, n'allez pas sur ce terrain. N'allez pas sur ce terrain. Oui, s'il vous plaît. Harold Martin, merci. Mais c'est pas admissible. Tout est. Il n'y a rien. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Philippe Gomez, de manière insultante. Vous soutenez ce projet de loi? Je considère que ce projet de loi doit aller plus loin sur un certain nombre de points. Le premier des points, c'est la diminution du nombre de parlementaires. Il y a trop de parlementaires dans la Ve République française. On est 577 députés. Vous visez qui, les sénateurs? Non, on est 577 députés. C'est un sujet sérieux, Valérie Jeunet. On est 577 députés, près de 400 sénateurs, c'est-à-dire près de 1000 parlementaires. La République, elle pourrait fonctionner d'une manière très correcte, très rigoureuse, très efficace, si on divisait les parlementaires par 2. Emmanuel Macron s'était engagé pendant sa campagne à faire cette réforme. J'espère qu'elle sera prochainement déposée sur le bureau de l'Assemblée. C'est quelque chose d'essentiel. La deuxième chose essentielle, c'est de rétablir le crédit de la classe politique. Aujourd'hui, si Emmanuel Macron a été élu président de la République, si la République En Marche, avec beaucoup de candidats de la société civile, va probablement prendre une majorité à l'Assemblée, c'est parce que la droite et la gauche n'ont pas su faire les réformes de moralisation qui étaient nécessaires. Et pour le coup, elles sont en voie de disparition. Parce qu'on dit que les socialistes
vont revenir à une trentaine de députés et la droite à une centaine. Donc, conclusion, il est salutaire pour la Ve République, pour la démocratie représentative, lorsqu'on a une certaine idée de la France et une certaine idée de la République, d'engager cette réforme de la moralisation. Merci à Philippe Gomès. Bianca Hénin, une question toujours par rapport à ce projet de loi. Les frais des élus devront être justifiés. Est-ce que c'est une étape, si ce texte est bien sûr voté, qui peut être un préalable à un retour de la confiance entre les électeurs et les élus ? Oui, bien évidemment. Et c'est sûr qu'il faut que ça aille dans ce sens. De toute façon, il me semblait qu'il y avait déjà un contrôle du Centre national des biens et des élus, mais je crois que ça n'a pas beaucoup changé, puisque vous voyez bien qu'il y a toujours un détournement de la loi par les élus parce qu'ils ont ce pouvoir-là. Moi, je voudrais juste dire très rapidement, parce que je vois qu'on n'a pas trop de temps, j'ai été écœurée des menaces qui ont été proférées par un certain parti politique aujourd'hui, qui se croit autorisé de téléphoner aux familles et de dire aux gens de ne pas aller aux réunions du Front National. Alors, évidemment, j'ai bien vu que M. Gomès s'était félicité aujourd'hui sur les radios en disant qu'il y avait eu 60 personnes à sa réunion. On revient sur le propos, s'il vous plaît. Alors, évidemment, qu'à ma réunion, il y avait 2 personnes. Mais évidemment, si ça se passe comme ça, forcément, les gens en Nouvelle-Calédonie et la moralisation de la vie publique ne risquent pas de s'arranger. Je ne vois pas à quoi fait référence Bianca Hénin, à Farino. Les gens, ils sont libres de très longue date. C'est parce que... Non, mais est-ce qu'on peut scandaleux. Non, mais c'est scandaleux. Ce qui est scandaleux, c'est qu'aujourd'hui, on demande aux gens, quand on va en réunion publique, on continue, s'il vous plaît, pour Marine Le Pen. Enfin, Gilles Brial, mais franchement, des Farinois ont voté pour Marine Le Pen. C'est des méthodes de dictature. Est-ce que vous pourrez régler, s'il vous plaît, ne prenez pas en otage le débat. Merci. Tout le monde. Il faut le calmer. Gilles Brial, cette suppression donc cette justification que les élus devront faire auprès donc de commissions, est-ce que c'est indispensable pour ce retour à la confiance, ce lien en fait de confiance qui peut être peut-être restauré? Mais encore heureux. Mais attendez, aujourd'hui, un élu normal, il ne peut pas avoir des frais qui ne correspondent pas à sa mission. Et encore heureusement, il y a... Moi, ce qui me dérange, c'est un sujet fondamental, la moralisation de la vie politique, mais c'est qu'on nous mette tous dans le même panier. C'est-à-dire qu'il y a, en Calédonie comme en France, une très grande majorité d'élus qui sont profondément honnêtes et qui s'investissent en politique, quel que soit leur bord, parce qu'ils croient en leurs valeurs et qu'ils ont envie de faire progresser leur pays. Et parce que certains agissent de façon anormale, mais parce qu'ils agiraient de même façon dans des entreprises ou dans leur vie à côté, on condamne l'ensemble. Donc il faut ces règles, mais il faut qu'elles soient étendues à la Nouvelle-Calédonie. Je ne crois pas que ce soit prévu aujourd'hui. Il faut prendre en compte les spécificités de la Nouvelle-Calédonie, c'est-à-dire bien apporter les extensions sur le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Et puis il faut qu'on soit plus transparent et plus honnête dans nos fonctionnements. C'est-à-dire que les Calédoniens nous regardent, on est censé être des exemples. C'est pas normal qu'au sein du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, on puisse battre sa femme ou conduire et être condamné pour conduite en état d'ivresse, insulter les policiers. C'est pas normal. Louis Mapou, est-ce qu'il y a eu des dérives et est-ce que les élus calédoniens doivent changer eux aussi, projet ou pas projet finalement? Bien sûr, je crois que concernant la question, il y a énormément de gens qui dans beaucoup de cabinets où on a des emplois fictifs, on a des comportements des élus qui sont... dans votre propre camp? Dans tous les camps. Il ne s'agit pas de cibler l'un ou l'autre. Je pourrais en dire beaucoup sur ce qui se passe dans les deux camps, mais je crois qu'il faut aller dans ce sens-là. C'est une question de morale politique. Et je crois même que ça ne suffit pas d'avoir les lois. Il faut que les responsables eux-mêmes se disent qu'ils se doivent de respecter une certaine déontologie en politique. Et vous pensez que le projet pourra contraindre ces élus, qu'il y aura un levier finalement? Moi, je trouve que c'est dommage ou c'est regrettable qu'on en arrive là, mais s'il faut passer par là, il faut le faire. Oui. Merci à vous 5 pour cette troisième partie de débat. À présent, les candidats vont répondre aux questions des internautes. Angélique Souche nous a rejoint une nouvelle fois. Et Angélique, le public sur la toile a vivement réagi. Alors, beaucoup de questions. La première, elle vous est destinée, Philippe Gomès, très très rapidement, parce que vous n'avez, entre guillemets, plus de temps de parole. Pourquoi craindre que les indépendantistes ne respectent pas le résultat du référendum ? Parce que l'histoire de notre pays a montré qu'on était fragile, parce qu'il y a une base indépendantiste à qui on dit depuis 30 ans, on prépare Kanaki, ça va être Kanaki, et quand on va retourner les urnes en 2018, ça ne sera pas Kanaki. Et donc, en plus, les dirigeants
ne font pas preuve de responsabilité parce qu'ils devraient préparer leur base à l'échec qui s'annonce et au contraire, ils maintiennent l'ambiguïté. Donc je dis tout ça, c'est risqué pour notre pays. C'est pour ça qu'il faut qu'on dialogue, qu'on prépare cette échéance de manière sérieuse et responsable. Merci Philippe Gomez. Gilles Brial, pourquoi être divisé en plusieurs parties pour la même finalité, une Calédonie dans la France ? Parce que je pense que déjà, on n'a pas la même conception de la Nouvelle-Calédonie dans la France. Les projets de société qui sont défendus par les uns ou par les autres aux différents comités des signataires, ils sont éloignés de ce que moi je défends. Moi, je veux une Nouvelle-Calédonie pleinement au sein de la République française, sans notre niveau de transfert de compétences. Ce n'est pas le cas de l'ensemble des personnes autour de cette table. Je veux défendre un corps électoral glissant. On ne l'a pas tous fait dans notre histoire. Certains aujourd'hui se montrent comme défenseurs du corps électoral glissant et ils ont été le fossoyeur il y a quelques années encore. Donc, l'élection législative est à 2 tours. C'est sain d'avoir plusieurs candidats. Le premier tour, on choisit celui qui est le plus proche de nos idées, celui qui, on pense, au mieux défendra l'intérêt des Calédoniens à Paris, l'intérêt des Calédoniens qui, pour moi, veulent rester au sein de la République française. Et le deuxième tour sert à éliminer. On aura un deuxième tour, vous l'avez dit tout à l'heure, avec un indépendantiste face à un loyaliste. Il faut être capable de choisir le loyaliste qui soit le plus à même à réunir l'ensemble de la classe politique loyaliste. Il faut qu'il y ait un report de voix total. Moi, quand je vois l'attitude de Philippe Gomez et d'Harold Martin, la haine qu'ils ont pour les deux, je suis inquiet sur cette... Non, mais c'est une réalité. C'est une réalité. Il faut qu'il y ait un report de voix. Question à Louis Mapou. À présent, ces élections sont-elles pour vous un test pour évaluer finalement le nombre du pour et du contre l'indépendance? Oui, je voudrais d'abord contredire Philippe Gomez. Nous avons toujours tenu les engagements que nous avons pris et nous le tiendrons encore. Simplement, je dis, on est preneur des discussions et j'aimerais bien connaître, à l'issue de ces élections, qui sera l'interlocuteur des indépendantistes, parce que c'est véritablement la grosse question qui est posée à nous aujourd'hui. Et j'entends bien que les uns et les autres veuillent se regrouper, sauf que ça fait plusieurs fois qu'ils le font, ils ont du mal à s'en sortir. Mais pour répondre à votre question directement, oui, nous avons travaillé, nous avons passé beaucoup de temps durant cette campagne à expliquer, comme mes collègues ont expliqué pour ceux qui les concernent, l'option maintien au sein de la République. Nous continuerons à le faire et je ne désespère pas qu'on puisse engager des discussions sur l'accession à la pleine souveraineté. Alors, nouvelle question à Gilles Brial. Est-ce qu'être le plus jeune candidat dans ce débat n'est pas un handicap? Alors, faut-il généraliser à cette élection plus globalement? Non, je crois qu'un renouvellement politique, ça ne fera pas de mal à la Nouvelle-Calédonie. On a une classe vieillissante qui sont ensemble depuis un certain nombre d'années, qui se connaissent à la fois très bien et qui s'opposent à la fois très bien. Les Français viennent d'élire un président de la République qui a 39 ans. Je pense que les Calédoniens sont prêts à élire un député de 43 ans. Question à Bianca Hénin. Est-ce que l'emploi local est l'une de vos priorités? L'emploi local, nous le portons évidemment depuis longtemps au Front National comme étant, non pas la priorité, mais en tout cas en Nouvelle-Calédonie, nous tenons à le dire, c'est par rapport au diplôme et à la compétence de la personne, qu'elle soit, et non pas qui doit prendre l'emploi suivant la compétence égale. Mais par contre, nous ne sommes pas pour qu'il y ait un emploi local toujours localisé et surtout pour une certaine communauté sur ce territoire. Voilà, parce que souvent, au recrutement, on demande aux gens d'où ils viennent, qui ils sont. Or, on est sur un territoire français et je pense que tout le monde a le droit à sa chance de recrutement à partir du moment où il y a un diplôme égal. Alors, une question un petit peu générale, mais qu'on va vous adresser à Louis Mapou. Donc, question de téléspectateurs votants. Aujourd'hui, vous avez besoin de nous, mais demain, serez-vous là pour nous? Oui. Nous avons toujours été là et je ne vois pas... Y compris dans vos éventuelles futures fonctions à l'Assemblée nationale? Oui, quand on est un député à l'Assemblée nationale, c'est comme celui qui accède au poste de maire. On est maire... pour tout le monde. Une fois qu'on a accédé au poste de maire, on défend bien sûr ce qu'on a indiqué dans le programme durant la campagne électorale, mais en fonction, lorsque je serai un député, oui, je serai un député pour l'ensemble de la Nouvelle-Calédonie, bien entendu. Question à Harold Martin, très rapidement. Vous faites l'objet de procédures judiciaires. Quelle est votre position, vous l'avez déjà exposé, sur le projet de loi de moralisation de la vie politique? Oui, donc vous me donnez peu de temps. C'est marrant parce que je suis en retard. Mais vous me posez une question comme ça. Vous êtes en avance, monsieur Martin. Enfin, je l'ai dit, il n'y a pas que moi autour de cette table qui a eu des ennuis judiciaires, mais
Mais en tout cas, ce que je veux dire très clairement, c'est que, au-delà des ennuis judiciaires, eh ben, je suis pour l'application des lois de la République, parce que moi, je souhaite que la Calédonie soit dans la France. Et quand on est dans la France, on accepte toutes ces règles. Voilà. Alors, simplement qu'après, je constate que la justice n'est pas toujours la même pour les uns et les autres. Mais ça pourrait faire l'objet d'un autre débat ici à RFO. J'aimerais bien pas me poser comme c'est une question juste au bout du temps, en commençant par me dire que j'ai pas beaucoup de temps. Alors l'autre jour, vous avez fait le coup de me couper, vous n'avez pas recommencé, quoi. Voilà. Merci, Monsieur Martin. Dernière question pour Bianca Hénin. Vu le nombre de candidats, 21 sur la totalité de ces 2 circonscriptions, et à la veille des échéances de 2018, comment la classe politique locale peut-elle être crédible? Pour le moment, elle ne l'est pas trop, quoi. On a encore 18 mois pour arriver au premier référendum. Et nous le disons depuis fort longtemps, la Calédonie, elle était française avant l'accord de Nouméa, elle le sera encore à la sortie de l'accord de Nouméa. Il y a eu des responsables politiques qui ont signé un accord pour arriver à une décolonisation. Je crois que chacun prendra ses responsabilités. Nous, enfin, les 2 candidats du Front National, nous serons là en tout cas pour défendre la Nouvelle-Calédonie française, pour défendre la France en tant que députés. Merci. Voilà pour ces questions, Valérie. Merci Angélique, merci à vous d'avoir répondu aux questions des internautes. Nous allons maintenant nous projeter sur le second tour car nous arrivons au terme de cette émission. Question commune aux candidats. Si vous n'êtes pas présent le 18 juin, donnerez-vous une consigne de vote? Bianca Hénin a la parole en premier. On vous a peu entendu sur le sujet d'un éventuel report de vote. Oui, je donnerai des consignes, mais pas aujourd'hui, après le premier tour. Pour un candidat loyaliste? Alors, attendez, ça m'étonnerait qu'on le donne pour un candidat indépendantiste. Ça serait une première. C'est évident. Louis Mapouf, est-ce que cette solution, enfin cette hypothèse est possible, ne pas être présent? Est-ce que vous avez pensé à une consigne de vote? On sera au deuxième tour, je crois. Et ça me plairait bien que l'un de mes collègues appelle à voter, parce que ça voudra dire qu'on a beaucoup évolué. Gilles Brial, vous avez déjà un peu répondu à la question auparavant. Vous allez voter pour... enfin, si vous n'êtes pas présent, vous appellerez pour un candidat donc, du camp loyaliste. Est-ce que votre choix est déjà fait? Vous avez une petite idée ou c'est bien trop tôt et vous attendez le 11 juin? Moi, jusqu'à l'élection, je vais me battre pour être au deuxième tour. Et je crois qu'il y a une place, je crois qu'il y a des Calédoniens qui ne veulent autre chose sur la classe politique loyaliste, et je veux porter cet espoir-là. Si, malheureusement, je ne suis pas qualifié pour le deuxième tour, moi, je vous ai toujours dit, mon adversaire, c'est l'indépendance. Donc, je ferai tout pour que soit élu un candidat loyaliste. Mais il faudra que lui, quel que soit le candidat, s'engage au lendemain de son élection à tout faire pour réunir l'ensemble des loyalistes, pour préparer l'accord. Et ça va être quelque chose qui va être difficile à négocier. Donc, ce n'est pas un blanc-seing, vous posez des conditions, c'est bien ce qu'on entend. Oui, mais bien sûr. Philippe Gomès. Le peuple est souverain. Je suis candidat au renouvellement d'un CDD de 5 ans. L'employeur, ce sont les 104 000 Calédoniens de cette circonscription. J'ai essayé d'être, ces 5 dernières années, digne de leur confiance. J'ai essayé d'être efficace dans l'ensemble des dossiers qu'ils m'ont demandé de porter. J'ai essayé aussi de les informer régulièrement, en tournant régulièrement avec Gérard Podja, mon suppléant, de façon à les informer de la manière dont les différents dossiers avançaient. Et j'espère que le 11 et le 18 juin, ils seront au rendez-vous pour me soutenir à l'occasion de ce second mandat que je sollicite. Harold Martin, vous avez la parole en dernier. Oui, moi je dis que nous sommes dans une drôle de situation et qu'il faut faire attention, puisqu'après avoir beaucoup parlé de la sortie de l'accord, en 1 an et demi, on ne sait toujours pas ce qu'on va faire, et on nous dit il faudrait peut-être lancer des discussions. C'est quand même très étonnant. Ce que je dis aux téléspectateurs, c'est que, voyez-vous, il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier quand on veut rester dans la France. Mais là, vous êtes dans l'hypothèse du premier tour. Voilà. Philippe Gomès, lui, a passé un accord de gestion. Mais pour le second tour... Je ne voudrais pas être attaqué à l'occasion de cette dernière question. Si je suis attaqué, je répondrai Valérie Jonot. Donc, le débat doit être administré de façon à ce qu'une réponse ne soit pas nécessaire. Donc, ça fait plusieurs fois que... Je parle de faits, je ne l'attaque pas. Philippe. Non, mais ne parlez pas de moi. Répondez s'il vous plaît sur la question. Laissez-moi dire. Je vous encourage, faites des efforts. Alors, Calédonie Ensemble, je ne vais pas le citer,
à passer à un accord de majorité avec les C'est totalement faux, il n'y a aucun accord de majorité, c'est vous qui l'avez passé vous ne avec souhaitez pas... le Parti Est-ce que vous travailliste, pouvez vous l'avez répondre? oublié, vous avez même élu concomitant à la présidence du Congrès. Philippe C'est dommage Gomès, que vous avez ayez déjà... une petite amnésie à la fin de ce débat. Vous avez déjà parlé de ça, s'il vous plaît, Philippe Gomès, sur ce second tour. Si vous n'y êtes pas, qu'est-ce que vous faites? Ce que je veux dire très clairement, c'est que Philippe Gomès, lui, non mais c'est incroyable, s'il vous plaît, Philippe Gomès. C'est une maladie, mais moi, personne n'a attaqué personne sauf lui. Moi, je suis libre. C'est le problème. Je suis libre. Je ne respecte pas les règles du jeu. Je suis libre de dire ce que je pense. Je suis libre de négocier. Je suis tenu par personne et pas par un accord de majorité. Donc je dis vous pouvez répondre à la question. Ne mettez pas tous les œufs dans le même panier. Philippe Gomès a déjà tous les pouvoirs. Il ne faut pas encore l'envoyer à l'Assemblée nationale. Voilà ce que je dis. C'est ça que je dis aux Calédoniens. Merci beaucoup à tous. C'est la fin de ce débat spécial législatif. Donc débat très animé, vous l'avez remarqué, sur la seconde circonscription. Merci à vous, téléspectateurs, de nous avoir suivis pendant plus d'1h15. Cette émission sera rediffusée demain en radio à 12h15. Elle sera également disponible sur notre site internet. Et prochain rendez-vous politique à ne pas manquer, eh bien, c'est dimanche soir, une soirée électorale qui commencera à 19h30. Elle sera co-animée par Nathalie Delay et Gonzague de la Bourdonnais. Très belle soirée à tous. Merci de votre invitation. Alors, merci.